Bon les gars, j'ai récemment acheté quelques nouveaux outils, et même si certains sont bof, il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment fait me dire mince, pourquoi je n'en ai pas pris un plus tôt? Et ça m'a fait réfléchir. Du coup, j'ai décidé de faire une liste de tous les outils que j'aurais aimé avoir plus tôt. Maintenant, une précision importante. Cette vidéo ne va pas se limiter uniquement aux outils d'impression 3D. Si vous voulez une liste strictement dédiée aux outils d'impression 3D, j'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet, alors allez les voir juste ici. Je vais couvrir une gamme plus large d'outils dans cette vidéo, même si certains d'entre eux sont clairement applicables à l'impression 3D et à d'autres activités de bricolage. Heureusement, je suis économe, donc tous ces outils sont très abordables pour des utilisateurs occasionnels comme moi. Préparez vos portefeuilles, car on va avancer rapidement. Allons-y. Le premier outil sur ma liste sera ce petit fer à souder portable sans fil pas cher. Pendant des années, j'ai utilisé différents types de fer à souder filaire, ce qui est pénible, surtout si, comme moi, vous n'êtes déjà pas très doué pour souder, sans parler du câble qui pend et qui gêne votre dextérité. Puis les gens ont parlé du TS101 du Pinsil, etc. Et ils sont un peu chers ici en Israël, mais plus important encore, j'ai vraiment été déçu de découvrir qu'ils ne sont pas vraiment sans fil. Il faut quand même les brancher avec un câble USB-C ou une batterie externe. Alors imaginez mon enthousiasme quand j'ai trouvé ceci, un véritable fer à souder sans fil alimenté par batterie qui coûte environ 9 $. Est-ce vraiment efficace? Oui. Croyez-le ou non, cet appareil chauffe rapidement à 3 températures différentes et il fait le travail, le tout sans fil. Bien sûr, il y a des compromis. Les têtes de rechange ne sont pas aussi facilement disponibles que celles de Pinesil et il n'est pas aussi puissant qu'un Pinesil. Donc si vous utilisez de gros fils et que vous soudez des câbles de forte section, ça ne fera probablement pas l'affaire. Je sais que vous vous demandez, la batterie dure seulement 30 à 60 minutes selon la température utilisée. Donc si vous faites beaucoup de soudure ou encore si vous utilisez ces fils de grosse section, oui, prenez le Pinsil. Personnellement, je n'utilise presque jamais un fer à souder plus de 15 minutes d'affilée. Je fais surtout des inserts thermiques et des câbles très très fins. Et donc celui-ci fonctionne très bien. De plus, il s'éteint de toute façon après 10 minutes. Appelez-moi radin si vous voulez, mais je préfère avoir plusieurs de ces appareils chez moi et à l'atelier plutôt qu'un seul Pinesil coûteux à transporter avec une batterie externe. En grandissant, mon père avait 2 perceuses no filaires. Elles étaient toutes les deux nulles. Je ne pense pas avoir découvert qu'il existait des perceuses sans fil avant d'être déjà adulte. Je n'ai vu la lumière qu'une fois adulte. C'est fou, je sais. De plus, ce n'est que depuis quelques années que j'ai appris qu'il y a une différence entre une perceuse, même une perceuse à plusieurs modes, et tournevis comme celle-ci, et une visseuse à choc. Au cas où vous, comme moi, ne le sauriez pas, une visseuse à choc peut fonctionner comme un tournevis normal, mais lorsqu'elle rencontre une résistance, elle passe à l'utilisation de l'impact comme moyen de force. En gros, elle frappe pour créer plus de force en utilisant un régime plus bas. Cela signifie qu'elle peut enfoncer des fixations beaucoup plus difficiles avec une relative facilité. Mais en plus, cela signifie que ces types de visseuses ont un moteur plus petit, ce qui veut dire qu'elles sont plus légères et beaucoup plus faciles à utiliser, surtout dans les espaces restreints. Pendant bien trop longtemps, je me contentais d'alterner entre un forêt et un embout de vissage sur cette perceuse-visseuse combinée. Et le fait de prendre une visseuse à choc dédiée a vraiment tout changé, tant au niveau de la rapidité que du plaisir à travailler sur des projets. Ensuite, parlons de ce masque respiratoire intégral. Dans certaines vidéos précédentes, j'ai mentionné que même en utilisant un masque respiratoire classique, j'avais de sérieux problèmes d'infection, des sinus et de saleté noire qui sortaient de mon nez. Sans parler de ce qui, j'en suis sûr, est allé dans mes poumons. Certains d'entre vous ont commenté que je devrais me raser la barbe pour obtenir une bonne étanchéité, mais je préfère manger de la sueur que de raser ma barbe et révéler mon menton chétif. Alors j'ai cherché d'autres options. Ce que j'ai trouvé, c'est ce masque complet qui combine un respirateur classique avec une protection oculaire. D'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup moins de problèmes pour obtenir une bonne étanchéité sur mon visage barbu. Et surtout,
Je n'ai plus besoin de jongler et d'ajuster mes lunettes de sécurité pour essayer de les positionner de façon à ce qu'elles n'interfèrent pas avec ma protection auditive sans rendre ma protection oculaire inutile. Et comme ce masque, contrairement aux lunettes de sécurité, ne tombe pas de mon visage et ne se raye pas à chaque fois que je me penche, je peux maintenant vraiment voir ce sur quoi je travaille, ce qui aide beaucoup. Si vous n'en avez pas un comme celui-ci, je vous recommande vivement d'en acheter un. En parlant de protection auditive, parlons-en, car protéger vos oreilles est honnêtement bien plus important que la plupart des gens ne le pensent. Je vois souvent des youtubeurs utiliser des écouteurs à réduction de bruit grand public pour essayer de se protéger des outils électriques assourdissants, et honnêtement, ça me fait grimacer à chaque fois. Vous voyez, à quelques reprises dans ma jeunesse, j'ai cédé à la pression des pairs lors de concerts ou en boîte de nuit. J'ai enlevé mes bouchons d'oreilles et maintenant je vais souffrir d'acouphènes et de perte d'audition pour le reste de ma vie. S'il y a un robinet qui coule à côté, je ne comprends plus du tout ce que disent ma femme ou mes enfants. Tout ce que j'entends, c'est un marmonnement à la Snoopy. C'est nul et c'est irréversible. Alors ne soyez pas idiots comme moi. Trouvez une bonne protection auditive, quelque chose que vous utiliserez vraiment. Oui, vous pouvez probablement vous en sortir avec ces bouchons d'oreille en mousse jetable, mais est-ce qu'ils fonctionnent vraiment bien dans votre conduit auditif? Et est-ce que vous allez vraiment prendre le temps de les insérer correctement? J'ai déjà fait une vidéo expliquant la fabrication sur mesure de bouchons d'oreille en silicone avec l'impression 3D, et même si ceux-ci sont fantastiques quand je vais à des concerts ou dans des bars, quand je suis dans mon atelier avec les mains sales et crasseuses, je n'ai vraiment pas envie de me mettre les doigts dans les oreilles. Pour cette raison, j'aime vraiment ces protections auditives 3M très basiques. Non seulement elles sont fabriquées professionnellement par une entreprise réputée pour vraiment servir à quelque chose, mais en plus, elles sont faciles à mettre et à enlever sans avoir besoin d'enlever mes gants ou de me laver les mains d'abord. J'utilise désormais ces protections tout le temps, que ce soit en martelant avec un Dremel ou une visseuse à choc, et honnêtement, vous devriez faire pareil. Elles sont abordables, mais pas les appareils auditifs. Alors, souvenez-vous comment j'ai parlé des outils que mon père avait dans mon garage et combien d'années il m'a fallu pour découvrir tout le vaste monde des vrais bons outils? Eh bien, j'ai un peu honte d'admettre que je n'avais jamais vraiment réalisé que des gens ordinaires, qui ne sont pas menuisiers comme vous et moi, pouvaient acheter quelque chose d'aussi apparemment extravagant et dangereux qu'une scie sur table. Pendant des années, je n'utilisais qu'une scie sauteuse pour les petites découpes ou courbes et une scie circulaire pour le reste. Ça allait, mais je n'ai jamais réussi à obtenir un bord droit, quoi que je fasse. Et tout projet qui nécessitait beaucoup de sciage était un vrai cauchemar. Mais plus tôt cette année, quand j'ai emménagé dans cet espace de travail, j'ai décidé de remettre en question mes idées préconçues. Et ce faisant, j'ai découvert que, même si j'avais raison de penser que les scies sur table que je voyais sur YouTube ou dans divers ateliers de menuisiers coûtaient plusieurs milliers de dollars, on peut quand même trouver une scie sur table portable d'entrée de gamme pour quelques centaines d'euros et elle conviendra probablement très bien à vos besoins en tant qu'amateur. Personnellement, j'ai acheté celle-ci de chez Pache, qui, je pense, n'est pas disponible aux États-Unis, mais pensez à aller dans votre magasin d'outillage local et demandez leurs conseils. Si vous faites une quantité importante de sciage, surtout des coupes longues ou des délignages comme on les appelle, vous serez vraiment content de l'avoir fait. Petite parenthèse, apprenez à utiliser tous les outils, en particulier celui-ci et le prochain, en toute sécurité. Merci à tous pour vos nombreux commentaires. Sur ma façon d'utiliser certains outils, je vous en suis très reconnaissant. Depuis, j'ai pris l'habitude de regarder plein de vidéos de sécurité avant même de déballer de nouveaux outils comme celui-ci. Honnêtement, toute l'expérience avec la scie sur table m'a vraiment fait réfléchir. Quels sont les autres outils que j'ai toujours supposés réservés aux professionnels, mais qui peuvent être achetés et utilisés en toute sécurité par des gens ordinaires comme toi et moi? Je parle de raboteuses, de compresseurs d'air? Dites-le moi en commentaire, car franchement, si je vous incite à dépenser pour des outils, c'est normal que vous puissiez aussi me faire dépenser. Devenons fauchés ensemble. En attendant, pendant que j'attends ces commentaires et la facture de carte de crédit qui va avec, parlons d'un autre outil que je pensais nécessiter un prêt bancaire ou au moins une certaine formation pour pouvoir en posséder un et l'utiliser. Je parle d'un poste à souder à l'arc.
D'accord, donc la soudure, c'est une compétence sacrément cool, non? Je veux dire, les soudeurs qualifiés travaillent dans des usines et font littéralement fondre des morceaux de métal ensemble. Il n'y a aucune chance que je puisse faire quoi que ce soit de tout ça sans une sorte d'apprentissage ou quelque chose comme ça, non? Mais ensuite, j'ai regardé plein de vidéos de Colin Furze et j'ai réalisé que ce gars-là est formé comme plombier et qu'il soude des structures porteuses et creuse des bunkers sous terre. Je pense que je peux comprendre comment faire. Les astres se sont alignés. Mon magasin d'outillage préféré m'a envoyé une offre de fin d'année pour un poste à souder débutant et les outils de base à environ 125 $. Vendou. Alors, pour les non-initiés comme je l'étais il n'y a pas si longtemps, il existe plusieurs types de postes à souder. Et, évidemment, à ce prix-là, j'obtiens vraiment le modèle de base. Le plus simple, un poste à souder à l'arc à électrode, enrobé courant continu, aucune alimentation automatique ni protection gazeuse, c'est très basique. Mais c'est la solution idéale pour savoir si j'aime la soudure et si j'en ai vraiment l'utilité. Et laissez-moi vous dire que depuis que j'ai cet appareil, les idées de choses à souder ne manquent pas. Quand on n'a qu'un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Avec une imprimante 3D, une découpeuse laser, une visseuse à percussion et un poste à souder à l'arc, on peut fondre les clous. Maintenant, avant que tu finisses de taper ce commentaire, oui, je suis toujours absolument nul en soudure, mais l'important, c'est que je prends vraiment plaisir à apprendre en toute sécurité et avec les précautions nécessaires, bien sûr. Et ça m'a ouvert toute une nouvelle catégorie de fabrication et de résolution de problèmes, ainsi que de nouvelles possibilités pour faire passer mes projets au niveau supérieur. Les scies sur table et les postes à souder à l'arc sont géniaux, mais ils génèrent beaucoup de désordre. D'abord, j'ai tenté de régler ça avec un nettoyeur haute pression et un aspirateur domestique, mais l'appareil s'est bouché aussi vite qu'un père aux balles de sa fille. J'ai brièvement envisagé des systèmes d'extraction de poussière appropriés, comme ceux que j'ai vus chez d'autres créateurs de contenu, mais comme je suis dans un espace loué en sous-sol et que je ne fais pas beaucoup de menuiserie au quotidien, ça n'avait pas vraiment de sens pour moi. Heureusement, j'ai consulté ce même vendeur d'outils local qui m'a convaincu de prendre ce gros aspirateur industriel générique. Pour être honnête, cet appareil de 4500 watts est si puissant que je ne peux pas allumer les 3 moteurs en même temps sans faire sauter le disjoncteur. Depuis que je l'ai, il est devenu indispensable pour tout travail du bois et m'a vraiment aidé à garder cet espace en ordre. Les conduites à purger et les supports égarés, la poussière provenant du perçage des murs en béton, l'eau sale dont on ne connaît même pas l'origine, les écrous et boulons qui traînent. Cet engin s'en fiche. Blaireau à miel, tu t'en fiches. Chez moi, j'ai un aspirateur Dyson haut de gamme et le meilleur robot aspirateur pour l'accompagner. Mais dès qu'il s'agit de quelque chose d'un peu difficile, ces deux-là s'arrêtent en net et lâchent une prise plus vite qu'une célébrité annulée. Cet appareil, en revanche, est conçu pour tout aspirer sans jamais faiblir. Je ne connais ni le prix d'un aspirateur industriel chez vous, ni l'espace dont vous disposez pour fabriquer vos affaires. Mais je sais que les aspirateurs ménagers ne sont pas faits pour aspirer de la sueur, des morceaux de plastique, de la poussière de béton et des vis. Donc, si vous faites n'importe quel type de fabrication, pensez vraiment à vous procurer l'aspirateur approprié pour nettoyer après vous. D'accord, donc le prochain point est quelque chose qui m'enthousiasme vraiment. Et vous allez probablement rire de moi parce que honnêtement, c'est vraiment un tout petit truc. Donc récemment, je regardais J'aime fabriquer des trucs et Bob, que j'aimerais vraiment avoir comme ami, a fait tout un discours de père sur les couteaux de poche. Il a expliqué qu'obtenir un couteau de poche enfant a marqué sa vie et lui a appris la responsabilité, l'autonomie et la confiance. Et il a aussi parlé de l'importance de trouver le bon couteau de poche qui correspond à vos besoins et à votre personnalité. En faisant cela, il a expliqué que c'est la différence entre un autre gadget qui reste dans un tiroir à prendre la poussière et un objet fiable que vous emportez partout avec vous sans jamais l'oublier. Cela m'a vraiment parlé. Je veux dire, on m'a offert des dizaines et des dizaines de couteaux suisses où j'en ai acheté au fil des années auprès de plein de marques différentes. Mais je n'ai jamais ressenti le besoin de vraiment les emporter avec moi. Donc je ne les ai jamais sur moi quand j'en ai besoin. J'ai donc fait quelques recherches et j'en ai trouvé un qui me convient vraiment. J'ai choisi ce modèle Gerber Armbar Trade. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
pas de tire-bouchon. Je n'ai pas bu d'alcool depuis des années et il n'y a pas de plastique rouge. C'est juste ce simple outil multifonction qui a presque tous les outils dont je pourrais vraiment avoir besoin au quotidien et rien de ce dont je n'ai pas besoin. Il est très petit et existe dans mes couleurs préférées, noir et orange. Et depuis que je l'ai, non seulement je l'ai eu dans ma poche chaque jour, mais j'ai trouvé d'innombrables utilisations pour lui, que ce soit pour ouvrir mon courrier ou pour ajuster des choses chez ma belle-mère sans avoir à chercher ces vieux tournevis rouillés. Je mets ci-dessous un lien vers la vidéo de J'aime fabriquer des choses, un discours motivant à écouter avant de choisir. Et ensuite, je veux vous encourager à réfléchir au type d'outils que vous pourriez utiliser chaque jour. Et ensuite, allez chercher un outil multifonction qui possède ces outils et rien d'autre, dans un format qui vous rendrait fier de le porter. Oh, et j'ai aussi beaucoup aimé ce que Bob avait à dire sur le fait d'offrir un premier couteau aux enfants à l'âge approprié. Donc regardez ça aussi. Oh, et je mettrai un lien vers celui-ci au cas où vous auriez un passe-temps et une personnalité similaire au mien. Voilà donc, des outils dans lesquels j'aurais aimé investir plus tôt pour mes propres projets de fabrication. Mais honnêtement, d'après mon expérience, si vous avez besoin d'un outil une fois, vous regretterez rarement d'y avoir investi. Donc, personnellement, j'apprécierais vraiment si vous pouviez commenter ci-dessous et me dire quels devraient être mes prochains achats d'outils. Ah, et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, faites-moi plaisir en appuyant sur le bouton j'aime et envisagez de vous abonner pour plus de contenu de qualité. Enfin, je remercie chaleureusement les membres de ma chaîne YouTube et les soutiens sur Patreon, notamment nos membres Nylon, Epic, Chipcox, The Crazy Keto Samir Ken, Chris Miller et Don Arledge. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous à la prochaine couche.